Alors, avant de vous demander de vous présenter en 1 minute chrono, c'est le jeu. Très courte introduction de ma part. Je suis obligé de vous parler de la COP 21, mais rassurez-vous, ça va aller très vite, hein, parce que je crains que petit à petit, progressivement, on s'oriente vers une saturation quelque part sur ce sujet-là. Bien sûr, il est important. Mais tout ceci pour dire, pour les observateurs ou les acteurs de la COP 15 de Copenhague, on se souvient d'un espèce de sentiment de gueule de bois à la sortie de cette COP. Il a fallu un petit peu de temps pour revenir dessus. Donc souhaitons effectivement que la COP 21 ne se traduise pas par le même phénomène. Mais pour éviter ça, on a une chance. Et à la limite, ça me permet de rebondir sur les propos de Marie-Véronique Gauduchon quand elle disait que tout est possible. C'est-à-dire qu'en 6 ans, on a assisté à un développement d'initiatives très nombreuses et inouïes de la part de l'ensemble des parties prenantes intéressées par les questions de climat et énergie et à toute échelle territoriale. Ce qui permettrait de dire que quand bien même les meilleures décisions du monde seraient prises au Bourget dans 3 mois, il n'empêche que la mise en œuvre de ces décisions vous incombera d'une façon ou d'une autre. Et c'est évidemment extrêmement positif. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni une table ronde avec des acteurs très différents dans leur métier, dans leur posture peut-être aussi, on le verra bien, mais également qui illustrent en quelque sorte la diversité des niveaux de prise de décision. Et donc, bien entendu, on va en appeler à cette cohérence entre ces niveaux de prise de décision de la communauté de communes que M. Pénaud représente, jusqu'à l'action menée sur le plan national, par exemple, par l'ADEME avec M. Ravaillot ou bien Mme Charru. Mais place au premier jeu qui consiste à vous présenter en 1 minute chrono. Par qui je commence? Mme Charru? Bonjour à tous. Donc, Madeleine Charru, je suis à cette table ronde pour représenter le CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui a activement préparé les échanges qu'on a pu avoir pendant ces 3 jours. Donc, le CLER anime le réseau des territoires à énergie positive depuis 2011, date de sa création, et l'accueille en son sein, on va dire, depuis 2013. Donc les membres du réseau des territoires à énergie positive sont membres du CLER. Alors moi, je suis vice-présidente du CLER et cofondatrice du réseau, et je vais parler sous le contrôle de mon président, du président du CLER, qui est dans la salle et qui aurait eu toute légitimité à être sur ce plateau en tant que maire d'une petite commune à énergie positive. Et il m'a laissé la place pour des raisons pour introduire un petit peu de diversité de genre sur la tribune. Alors je vais faire moins d'1 minute peut-être. Bernard Pénaud, président de la communauté de communes du Thouarset. Donc j'ai eu l'occasion mercredi de faire l'ouverture, et puis on a passé beaucoup de temps ensemble, y compris dans les moments conviviaux sur ce temps. Effectivement, le territoire de la communauté de communes a engagé depuis très longtemps des démarches en direction de production d'énergie renouvelable avec le projet Tipper. Ça a été dit, peut-être qu'on y reviendra. Mais plus récemment avec la réforme, et ça je l'ai déjà dit, mais tout le monde n'était peut-être pas là l'autre jour, a aussi pris en compte ce qui était déjà fait avant dans le syndicat mixte de pays qui a été dissous et qui a été absorbé dans le cadre des actions de la communauté de communes, a bénéficié aussi de toute cette antériorité de travail qui est fait depuis là aussi une dizaine d'années sur les points info-énergie, le plan climat, le CLIC, tous les appels à projets et nos relations avec nos partenaires historiques que sont la région et l'ADEME, et j'en oublie sûrement d'autres. Et tout ça, ça s'est marié ensemble, et on a effectivement une grande... on pensait, enfin du moins je pensais jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à avant-hier, qu'on avait une grande avance. Et je relativise un petit peu le chemin qui reste à faire sur un certain nombre de sujets, mais on en parlera peut-être plus tard. Jean-François Macaire, président du Conseil régional, depuis un peu plus d'1 an, sinon il y aurait eu davantage de diversité de genre à cette tribune, accompagné de nombreux élus
notamment Georges Tupart, j'y reviendrai en 2 minutes, enfin non, en 2 secondes, parce qu'on n'a qu'une minute. Georges Tupart, président de la commission énergie. L'énergie, c'est une politique transversale. Ça peut être intéressant dans ce débat de regarder comment on doit s'organiser, comment la gouvernance des collectivités doit traduire ce levier, comment on veut utiliser ce levier énergie dans nos politiques. Et c'est Georges qui était responsable de cette transversalité et de la commission proprement environnement-énergie. Pascal Duforestel, Émile Bréjon de Sévrien, et néanmoins un collègue du Conseil régional. Et simplement dire que, peut-être pour dire le mot d'introduction, qu'avant d'être président de la région, j'étais chargé par Ségolène Royal j'étais en charge de la croissance verte et de la mutation écologique et solidaire de l'économie. Donc rien que dans cette mission reçue, vous voyez, c'est tout un projet de société. Et je crois que c'est aussi un peu la question qui est posée, comment les collectivités locales font de cette question-là, finalement, donnent du sens à cette question-là pour que les citoyens reçoivent le message. Et je pense que ça peut aussi être un élément très mobilisateur si l'ensemble des citoyens voient dans la façon dont les politiques sont menées, sont expliquées aux gens, le sens profond, là où on veut aller finalement. Je crois que c'est très important. On y reviendra certainement un peu plus tard. Pour ce qui me concerne, en 1 minute, donc Jacques Ravaillot, je suis le directeur de l'action territoriale de l'ADEME, donc responsable des directions régionales que vous côtoyez, je pense, assez régulièrement sur le terrain. Et d'ailleurs, elles sont très présentes dans la salle. Ce que je pourrais dire en quelques secondes pour cette introduction, c'est d'une part que nous sommes à un moment assez clé de la transition énergétique. J'y reviendrai si c'est possible tout à l'heure. Et je pourrais vous exposer en quelques secondes un peu ce que veut dire pour une agence comme la nôtre, qui nous trouvons un petit peu un pivot assez essentiel pour avoir travaillé depuis longtemps sur ces sujets-là, comment stratégiquement, aujourd'hui, des choses sont, nous semble-t-il, en train de changer assez fondamentalement. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Baudier, je représente aujourd'hui la Caisse des dépôts et consignations, le groupe Caisse des dépôts. Alors je rebondirai bien volontiers sur les introductions de mes partenaires. D'abord pour préciser qu'en effet, j'ai pris mes fonctions très très récemment, puisque je suis arrivé dans votre belle région il y a 3 jours. Donc, Donc merci de votre accueil, ce qui m'amène à vous demander simplement 2 choses, un peu de bienveillance et un peu d'indulgence. Naturellement. Sur la connaissance de votre belle région et aussi sur les sujets que nous allons aborder. Donc ça c'est le premier point. Et je dois dire d'ailleurs à ce titre que j'aurais été très avantageusement remplacé par, alors je ne la situe pas dans la salle, voilà, merci Sigolène, par Sigolène Belogradov, qui travaille donc au sein de la direction régionale et qui incarne ce sujet. Donc s'il avait fallu féminiser en effet encore plus cet aréopage, je pense que Sigolène aurait été mieux placée que moi pour tenir ce discours aujourd'hui. Rapidement pour vous dire que nous sommes, oserais-je dire, un partenaire naturel de vous tous. Nous essayons d'incarner en effet la transition écologique énergétique. Nous avons un stand. J'espère que vous avez été nombreuses et nombreux à le fréquenter. Et pour faire simple, je sais de l'heure que j'ai passée avec certaines et certains d'entre vous ce matin sur le stand, que manifestement la position, les actions de la maison que je représente, ne sont pas toujours très claires. Je pense que nous sommes un groupe protéiforme, et que ça n'est pas toujours très simple, même pour les gens qui en font partie, comme moi, de présenter ces actions efficacement et clairement. Alors, certes, nous avons de la documentation, mais je pense que ça va aussi mieux en le disant. Donc j'espère que les quelques interventions que je pourrais faire pourront un peu clarifier les choses. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que, et c'est inscrit dans notre plan stratégique, la transition écologique énergétique est au cœur de nos priorités, de nos 4 priorités. Il suffit pour ça de lire notre rapport annuel. Je pense que les entreprises, les établissements affichent ça clairement. Et nous, c'est l'un de nos 4 axes prioritaires et stratégiques. Donc, si j'ose dire, rien que pour cela, ma présence aujourd'hui est particulièrement
ce n'est évidemment ma compétence un peu neuve sur le sujet. Voilà, merci. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Monsieur Renaudot. Bonjour à tous et à toutes, Jean-Marc Renaudot, je suis agriculteur sur la commune de Saint-Rémy aux portes de Niort et je suis là au titre en tant que président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et je suis depuis quelques mois le référent climat-énergie au niveau de l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Donc l'agriculture est au centre d'un certain nombre de débats aujourd'hui et dans l'actualité par rapport à la crise que subit un certain nombre de secteurs. Nous, Chambre d'agriculture, on est là pour accompagner l'ensemble du monde agricole dans ces différentes mutations. Notre rôle premier d'agriculteur, bien sûr, c'est nourrir les populations locales, les populations nationales et internationales également. Et dans la transition énergétique, on a un rôle à jouer. Et je crois qu'on peut répondre à un certain nombre d'enjeux, on peut répondre à un certain nombre de questions. À nous d'être un atout, d'être porteur de solutions. Merci. Et je crois pouvoir dire que c'est peut-être la première fois dans des rencontres nationales TEPOS que le secteur de l'agriculture est représenté autrement que par des ateliers techniques. Donc c'est à saluer et ça montre certainement l'importance bien comprise par les organisateurs de votre action dans cette question de la transition énergétique globale. Alors les quelques règles du jeu ou les quelques consignes de base de cette table ronde, c'est qu'elle va nous conduire jusqu'à peu près 11h45. Vous voyez, donc c'est un format finalement beaucoup plus contraint, enfin, relativement contraint. Et nous avons évidemment une diversité de sujets importantes à traiter dans un contexte, effectivement, vous n'avez pas manqué de le signaler, qui a changé quand même fondamentalement en quelques années seulement. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous rappeler les grands objectifs de la loi transition énergétique pour la croissance verte, mais juste signaler qu'il y a plusieurs échéances qui ont été fixées dans la loi et dont la première ligne d'horizon est en 2030 et se situe à 2030. 2030, c'est demain en matière de planification des investissements ou des équipements. Et donc, c'est quelque part, nous comprenons, pour des raisons climatiques peut-être, mais également, ne serait-ce que pour ça, cette question de l'urgence à agir. Donc, c'est un paramètre, bien entendu, qu'il faudra avoir en tête. Enfin, vous avez un joker, chacun d'entre vous, qui est le suivant. Nous avions donc sollicité la présence de Madame la Ministre et un peu, on va dire, maladroitement, j'avais proposé que chaque intervenant puisse lui poser une question relative à la loi de transition énergétique. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais si elle avait été là, quelle question auriez-vous souhaité lui poser sur cette question de la transition énergétique? C'est un joker, ça vous permettra de lancer le sujet, un sujet qui vous est propre et qui ne fera pas forcément l'objet de débats entre vous, ou peut-être que si, ou avec la salle, puisqu'il est bien entendu prévu qu'on puisse accorder quelques moments de respiration par les échanges avec vous, qui êtes les praticiens de la chose notamment. Voilà qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, pour lancer cette table ronde néanmoins, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que on a longtemps parlé de territoires à énergie positive sous la forme des TEPOS, chers à Madeleine Charrue, avec un niveau d'ambition qui est celui qui caractérisait les territoires à énergie positive qui se retrouvaient dans les rencontres nationales précédentes. Et puis maintenant, on a entendu Madame la Ministre tout à l'heure dans la vidéo nous parler de 216 territoires à énergie positive pour la croissance verte. Moi, j'aurais bien souhaité une clarification de votre part, peut-être de la part de M. Ravaillot et également en écho Mme Charrue, sur mais alors, est-ce que ça change quelque chose, ces dénominations différentes? Est-ce que ces chiffres croissants illustrent une vraie prise de conscience, un niveau d'ambition affiché dans les territoires? Histoire d'y voir un tout petit peu plus clair, et ça nous permettra peut-être de parler après des moyens mis à disposition pour accompagner cette diversité des territoires. Monsieur Ravaillot. Oui, enfin, en quelques mots, si on s'attache uniquement aux appellations, tout ceci peut donner l'impression de confusion. Cependant, et c'est vraiment ce sur quoi il me semble essentiel d'insister aujourd'hui, et devant vous c'est assez facile, c'est qu'effectivement les TEPOS qui ont été repris et installés en France en 2011 avec l'appui du CLER et qui l'anime depuis maintenant 5 ans à peu près, que nous appuyons dans toutes les régions où ceci a pu se développer progressivement. Si on le prend mot à mot, et vous le connaissez beaucoup mieux que moi, il y a un cahier des charges
relativement sérieux, ambitieux et précis autour de la notion de territoire à énergie positive. TEPCV, ou territoire à énergie positive pour la croissance verte, que la ministre vient de nous rappeler dans son message, est véritablement, je dirais, porteur de la même ambition dans un cadre beaucoup plus large et avec une volonté véritablement, et je pense que c'est un facteur essentiel actuellement, d'avoir été en capacité de promulguer une loi, mais au-delà de la loi, d'avoir un programme d'action qui peut accompagner cette loi. Et aujourd'hui, le fait que le mot TEPCV habite un petit peu le monde des territoires, puisque des appels à projets qui peuvent être renouvelés prochainement, puisqu'il y a eu une annonce faite en ce sens il y a quelques jours par la ministre, cette répétition d'appels à projets TEPCV a néanmoins permis, et c'est ça qui est extraordinaire, je dirais, dans la période, de permettre aux territoires de réaliser, pour ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé, d'avoir des nouveaux entrants, en tout cas, sur cette liaison entre politique énergétique, politique environnementale et territoire. Ce sont des politiques que l'on cultive, que l'on approfondit, que l'on laboure depuis plus de 12 ans à l'ADEME avec vous, les territoires, je dirais, les plus engagés et qui sont déjà loin dans leur programmation, comme vous ici à Thouars, que Leclerc relaie à travers les TEPOS aussi. Néanmoins, ce qu'il faut, me semble-t-il, retenir de cette période assez caractéristique, c'est la capacité de généralisation que nous donne cette loi, et que cette généralisation va passer, et c'est un élément stratégique pour nous essentiel, elle passera, pas uniquement, mais elle passera fortement par la territorialisation de la transition énergétique. C'est-à-dire que tout ce qui va concourir, et je pense que TEPOS et TEPCV concourent de façon convergente à cette même ambition, tout ce qui va concourir à territorialiser, comme vous l'avez montré dans vos travaux ce matin sur les ateliers, à territorialiser cette transition énergétique et écologique, nous semble essentiel pour qu'elle puisse réussir. J'aurais un mot un peu qui peut le résumer, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, les territoires ont certainement une chance énorme à saisir avec la transition énergétique et écologique. C'est-à-dire que le territoire en France est une réalité dans un pays jacobin qui a été un peu éteinte au fur et à mesure depuis la reconstruction de la guerre. Aujourd'hui, les territoires avec la transition énergétique et écologique ont la possibilité de s'affirmer dans véritablement un nouveau dispositif, dans un espace économique nouveau, dans un espace démocratique nouveau, dans un espace social nouveau, c'est-à-dire où il crée à la fois de la cohérence et où il recrée aussi de la résilience. Et vis-à-vis de la croissance que nous connaissons aujourd'hui, on a véritablement deux choses essentielles à reconstruire sur les territoires, et que les territoires de proximité sont les mieux placés pour le reconstruire. C'est à la fois cette convergence économique, cette convergence sociale, cette convergence démocratique, et cette résilience, c'est-à-dire cette capacité à s'engager sur une trajectoire beaucoup plus solide, qui est autre chose que la croissance que nous avons connue jusqu'à maintenant. Et réciproquement, la transition énergétique ne pourra, nous semble-t-il à l'ADEME, ne pas réussir si les territoires ne s'emparent pas de cette réalité qu'est la transition énergétique et écologique. Et véritablement, sur cet aller-retour et cette réciprocité entre territoire et transition, il y a véritablement une conjugaison pour nous gagnante et efficace qui mérite à tous les niveaux, comme vous l'avez souligné ce matin, véritablement d'engager les populations vers une nouvelle vision. Bien, on reviendra, bien sûr, on rebondira sur un certain nombre d'éléments, vous en appelez au territoire pour qu'il s'engage dans la bonne voie, dans la bonne trajectoire. On parlera moyens tout à l'heure, peut-être moyens pour les solliciter également, et on interrogera le président Macaire là-dessus, sur en Poitou-Charentes, s'il sent un engouement. Mais d'abord, peut-être une question à Madame Charrue, à savoir, mais alors Leclerc a réussi son pari, ça y est, on va vers une généralisation des TEPOS ?
On peut l'espérer, mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a vraiment une différence, effectivement, hein, entre les TEPOS et les... Alors nous, on les appelle TEPCV, les autres. En petit, je voudrais rappeler la charte des TEPOS et l'engagement des TEPOS. Les territoires énergie positive s'engagent à mobiliser l'ensemble du gisement d'économie d'énergie présent sur leur territoire. Et ils s'engagent aussi à mobiliser l'ensemble du potentiel d'énergie renouvelable dans le respect, dans une vision optimale et respectueuse de l'environnement sur leur territoire. C'est-à-dire on ne se contente pas de produire ce qu'il nous faut. Il y a vraiment un engagement. On est engagé sur le 100% renouvelable. Alors, dans la limite des capacités de chacun, mais il y a vraiment un engagement fort. Un engagement aussi à partager, enfin à associer l'ensemble des habitants et des acteurs. Alors c'est un vœu aussi dans les TEPCV, mais ce n'est pas une obligation, alors que les territoires énergie positive s'y sont engagés, et puis se sont engagés aussi à partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques, et c'est ce qu'on fait au sein de ces rencontres. Alors, le programme TEPCV, ben oui, hein, il apporte tous ceux qui étaient... tous les territoires qui étaient déjà engagés dans cette démarche ou en voie de réflexion, ben les 500 000 € qui arrivent par ce biais sont vraiment bienvenus. Ça donne un coup de pouce au projet, ça a redynamisé les équipes et tant mieux. Et puis pour tous ceux qui sont appelés à s'engager, même dans un cadre un petit peu moins exigeant, ben, faut espérer que c'est une façon en tout cas de mettre le pied à l'étrier, de s'emparer de ces problématiques, de se réapproprier ces questions d'énergie et de sobriété. Hein. Et je pense que c'est une bonne chose, et on va les inviter fortement à rejoindre, on va dire, le canal historique ou l'AOC, hein, l'appellation d'origine contrôlée. Est-ce que vous, à l'échelle du Clair, vous sentez un engouement? Vous avez de plus en plus de sollicitations. Est-ce qu'il va falloir cloner Yannick Régnier, qui est votre chargé de mission TEPOS? Alors on sent des sollicitations, enfin elles sont réelles, il y a eu des adhésions et on l'a pas cloné parce que ça aurait été dommage, mais on l'a doublé, hein, on a engagé une nouvelle chargée de mission, Esther Bayeul, qui est là au premier rang et qui va pouvoir renforcer l'animation et j'espère répondre aux attentes des membres du réseau. Je me tourne vers M. Macaire. Est-ce qu'à l'échelle régionale, vous sentez également quelque chose qui se passe pour rebondir un peu sur les propos de Mme Charru et M. Ravaillot? Oui, bien sûr, nous sentons. Moi, j'allais dire que ce qui est en train de se passer redonne ses lettres de noblesse aux politiques. Il y a eu une période qui est déjà un petit peu ancienne où la nation s'est beaucoup affirmée dans les après-guerre et on a eu un système où finalement, à travers l'énergie nucléaire, la question énergétique nous a échappé parce que chacun d'entre nous, il ne vaut mieux pas nous mettre aux commandes d'une centrale nucléaire, on est d'accord, c'est quand même quelque chose qui doit être un peu maîtrisé par des gens qui savent. Puis ensuite, on a eu cette mondialisation avec donc la libéralisation également de ce champ de l'énergie qui, mais de manière générale, la mondialisation nous a, nous les politiques, hein, un peu réduits, à quoi ils servent, est-ce qu'ils ont encore du pouvoir, finalement, on a l'impression que tout ça, ça se passe sans eux et que ce n'est pas la peine d'aller voter. Avec ce choc écologique, il n'y a pas d'autre solution que redonner du pouvoir aux politiques. Parce qu'on a un rôle à jouer. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, que cette loi, mais vous l'avez dit tout à l'heure, et Jacques l'a dit aussi, cette loi, c'est une loi qui donne des objectifs pour la nation française, pour dire on est, nous les Français, capables d'être responsables par rapport à nos petits-enfants et aux générations futures. Mais c'est aussi, bon, maintenant, à vous de jouer. À vous de jouer les territoires. Hein. Ça n'existera pas, ces objectifs ne pourront pas exister si les territoires ne les mettent pas en œuvre. C'est tout à fait la démarche. Elle ne nous surprend pas, parce que c'est la démarche, effectivement, qu'avec Ségolène Royal, qui avait été impulsée par la région. Et donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est qu'on arrive à trouver la bonne gouvernance du système, parce qu'elle est très complexe. Ce n'est pas un monde de bisounours. Il y a beaucoup de contradictions à l'intérieur de ces questions-là. Ne serait-ce que les gens qui vont vous dire les éoliennes, on est pour, mais pas chez nous. Bon, il y a beaucoup de contradictions. Et les seuls qui peuvent arriver, dans le cadre d'une démocratie participative, ça a été dit tout à l'heure par un intervenant,
les seuls qui peuvent arriver à gérer cette question sans qu'elle dégénère en guerre civile, c'est les élus de la démocratie. C'est eux qui peuvent aider à faire les bons arbitrages acceptés par les citoyens. C'est eux qui peuvent contribuer à mobiliser effectivement les concitoyens sur les territoires. Et les territoires, le territoire de base, maintenant, en France, de plus en plus, c'est l'intercommunalité. C'est là que ça doit pouvoir, ces politiques énergétiques doivent pouvoir se développer. Avec la chance qu'on a, c'est qu'on sent bien que derrière ces politiques énergétiques, on touche toute une série de sujets. Donc on touche la remobilisation citoyenne par rapport au fait aux enjeux collectifs, hein, qu'on a du mal un petit peu parfois à obtenir. On retrouve aussi la question de l'emploi. Nous sommes dans une crise économique extrêmement grave. Quand on parle aux gens, et si on ne leur parle pas d'emploi, c'est comme si on ne leur parlait pas du tout. Donc il faut aussi montrer en quoi ce nouveau modèle énergétique crée de l'emploi, et je crois qu'on peut le faire. On peut le faire, mais à condition, là aussi, d'avoir des initiatives comme la Semester. Bon, c'était pas, ou Tipper, c'était pas écrit nulle part qu'on allait prendre des initiatives comme celle-là. Eh bien, si elles sont, c'est pas le, comment dire, c'est pas le marché qui a décidé de faire Tipper. C'est pas le marché qui a décidé de faire la Semester. C'est bien un projet politique. Donc, mon propos consiste à dire qu'effectivement, aucune politique énergétique ne peut fonctionner s'il n'y a pas une mobilisation territoriale. Donc, je souligne ça ici à Thouars, qui s'est mobilisé depuis longtemps, à côté de la directrice d'un réseau qui mobilise les territoires autour de cette question depuis longtemps, et en constatant avec bonheur que finalement, le gouvernement joue son rôle en portant le drapeau, en disant « faut aller dans cette direction », allez, tout le monde s'y met, et les territoires sont sollicités tout de suite, dans le même temps, sans attendre, pour se mobiliser. Et ça marche. Il y a du monde ici, il y a une dynamique ici, il y a beaucoup de participants. Je crois qu'aussi, je salue ceux qui ne sont pas dans la salle. Donc, tant mieux. Ça veut dire qu'on est en train peut-être de créer une petite lueur d'espoir sur non seulement la question écologique, mais aussi la remobilisation économique, le redressement économique de notre pays à travers cet enjeu énergétique. À nouveau, on reviendra bien sûr sur ces questions parce qu'elles sont toutes aussi fondamentales les unes que les autres. Toutefois, pour revenir, d'abord, je crois qu'il faut saluer la vision optimiste ou en tout cas positive que vous tirez de la situation actuelle. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu l'avocat du diable en disant on a donc une loi transition énergétique pour la croissance verte qui se veut avec des objectifs ambitieux, en tout cas qui appelle à agir vite et fort. Et en même temps, on a le Conseil constitutionnel qui nous dit oui, mais bon, 40% des lois qui sont prises dans son pays manquent des décrets d'application qui permettraient d'aller plus loin.